Comment? Oui, ça. Chers collègues, je vous propose qu'on démarre. Bonjour à tous. Donc, cette réunion de la délégation dédiée à la présentation du rapport d'information sur l'accélération de l'investissement des collectivités territoriales dans la transition écologique qui fait suite directement aux rencontres que nous avons organisées le 2 février 2023. Et ce rapport d'information forme en fait une synthèse des échanges qui ont eu lieu à l'occasion de ces rencontres et puis dessine quelques perspectives qui pourraient alimenter nos travaux futurs. Alors, vous savez, le 12 octobre 2021, le président de la République, lorsqu'il a lancé France 2030 sur la transformation de l'économie française, fait de la lutte contre le dérèglement climatique l'un des grands défis auxquels notre pays doit faire face au cours des prochaines années. Et selon ces termes, l'objectif d'une France décarbonée n'est pas, loin s'en faut, un rêve impossible, mais tout simplement un rêve faisable si on s'en donne les moyens. Et je suis convaincu que la transition écologique n'est pas un mur infranchissable, mais qu'elle requiert un effort d'investissement important pour que notre pays parvienne à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, comme il s'est engagé vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne et comme le rappelle le rapport, tout dernier rapport du GIEC qui fait la synthèse des travaux des 15 dernières années. L'État a pris sa part dans cet effort, mais rien ne pourra se faire sans la mobilisation collective de l'ensemble de nos territoires. Il n'y aura pas de planification écologique si les collectivités territoriales ne sont pas pleinement partie prenante et de la stratégie et des efforts d'investissement qui sont devant nous. Elles ont en effet des responsabilités essentielles au cœur de ce défi, pour ne citer que quelques exemples: la rénovation des réseaux d'eau et de chaleur, la transformation des mobilités, la rénovation thermique des bâtiments. Les premières rencontres de nos délégations, qui sont donc tenues le 2 février, ont eu précisément pour objet d'identifier les moyens d'amener les collectivités à s'engager pleinement dans la voie de la transition écologique. En réunissant 8 experts issus de différents secteurs et en les confrontant à la fois aux parlementaires et aux représentants des associations d'élus locaux, nous souhaitions faire émerger un certain nombre de constats et de suggestions. Et au-delà des réflexions traditionnelles sur les déterminants de l'investissement public local, il s'agissait surtout de définir précisément le niveau d'effort pour atteindre ces objectifs de la transition écologique et ainsi d'évaluer l'étendue des investissements à réaliser. Dans un deuxième temps, les réflexions se sont portées sur les modes de financement disponibles, puis sur les facteurs de blocage limitant l'accès des collectivités à ces sources de financement. Des pistes de réforme ont émergé pour lever les freins à l'investissement et mieux inciter les collectivités territoriales à investir dans la transition écologique. Comme vous avez pu le constater comme moi le jour même lors de ces rencontres, l'objectif a été, je crois, largement atteint, du moins dans les échanges, puisqu'ils ont permis de confirmer, chiffres à l'appui, que les collectivités étaient appelées à participer à hauteur de 12 milliards d'euros par an à l'effort national d'atténuation du changement climatique, lui-même évalué à environ 70 milliards d'euros par an. La contribution apportée sur le sujet par l'Institut de l'économie pour le climat, centre de réflexion fondé par la Caisse des dépôts et l'Agence française de développement, fut particulièrement éclairante. Il faudrait dès à présent tripler les dépenses d'aménagement de pistes cyclables, doubler celles portant sur la rénovation énergétique des bâtiments, accroître de 50% les investissements dans les transports publics, ferroviaires compris. Donc le montant des dépenses actuelles du bloc local aux fins d'atténuation du changement climatique, soit 5,5 milliards d'euros par an, montre que les collectivités locales sont encore très éloignées de la cible. Il manquerait donc plus de 6,5 milliards d'euros d'investissement des collectivités par an pour que notre pays puisse espérer remplir ses objectifs. Cette réticence à investir s'explique en partie par la prudence des gestionnaires des collectivités qui, après une décennie marquée par la dette, se sont engagés avec succès d'ailleurs au cours des années 2010 dans un mouvement de consolidation budgétaire et de reconstitution de leur disponibilité. Le montant total des dépôts des collectivités au Trésor public dépassait ainsi 75 milliards d'euros à la fin de l'année 2022, ce qui est à la fois très important et en même temps ne peut être la seule réponse pour financer toute la transition écologique. La principale conclusion qui a émergé lors de ces rencontres a précisément porté sur un autre levier de financement, encore trop peu utilisé, l'emprunt de long terme. Le délai de désendettement des collectivités, évalué à 4 ans et demi en 2021, est largement inférieur au seuil d'alerte et devrait convaincre les financeurs d'accorder aux acteurs locaux des financements massifs qui s'amortissent sur une période longue.
C'est de l'endettement de long terme que viendra le déblocage des investissements des collectivités en faveur de la transition écologique. En d'autres termes, de la dette long terme pour financer des investissements de long terme et mobiliser à la fois des financements publics et privés, à l'image notamment du tiers-financement mobilisable pour la rénovation énergétique. Les discussions des rencontres ont permis d'aboutir à une autre constatation. En dépit de leur bonne situation financière, les collectivités éprouvent des difficultés à accéder à des financements innovants en matière de transition écologique. Les établissements bancaires, confrontés sur ce point, confortés par les corps de contrôle nationaux, n'envisagent les dépenses d'investissement et la dette correspondante que de manière globale, sans distinguer la part qui permettra à la collectivité de réduire son empreinte écologique et ainsi sa propre dette écologique. Tel est à mes yeux le principal enseignement de ces rencontres. Il nous faut changer d'approche sur la question de l'examen de la dette en faveur de la transition écologique pour les collectivités territoriales. Le projet de rapport qui vous a été communiqué hier détaille les principales pistes qui me paraissent devoir orienter les futurs travaux de notre délégation et notamment alimenter notre Assemblée en propositions concrètes, qu'il s'agisse d'initiatives législatives ou de recommandations adressées au gouvernement. J'en vois pour ma part au moins 4. Tout d'abord, et en premier lieu, mettre en regard la durée de l'endettement avec les natures des investissements correspondants, notamment si ceux-ci sont utiles à l'atténuation du changement climatique. C'est en adoptant une telle vision que les collectivités pourront développer un endettement favorable à la transition écologique et surtout lisser la charge correspondante par une durée étendue, ce qui la rendra plus acceptable. À cette fin, et c'est le deuxième point, il est essentiel de pouvoir distinguer les investissements indispensables à la transition écologique des autres investissements et ainsi identifier la part de la dette globale des collectivités consacrée à la couverture de ces dépenses. Cela suppose une évolution des documents budgétaires, la mise en place de budgets verts adaptés aux spécificités des collectivités, ainsi qu'un outil d'identification de la dette contractée pour atteindre les objectifs climatiques, autrement appelée la dette verte. L'État dispose déjà, à travers son budget, d'une approche budget vert pour mesurer son impact environnemental depuis la loi de finances de 2020. Rien n'interdire aux collectivités les plus importantes, et d'ailleurs certaines d'entre elles le font déjà, de développer à partir de leur propre méthodologie une définition des dépenses favorables à l'atténuation du changement climatique. Troisième enseignement, pour inciter les élus à investir massivement dans la transition écologique, il me paraît également souhaitable que ces derniers, ainsi que leurs citoyens, disposent d'une vision claire de ce que nous pourrions appeler le passif écologique de la collectivité, c'est-à-dire le coût de l'inaction en matière de rénovation des bâtiments, maintenance des réseaux d'eau, de décarbonation des mobilités. Il s'agit d'un pilier pour moi essentiel de la réforme que j'appelle de mes voeux. Une collectivité peu endettée mais affichant un passif écologique important et investissant peu dans la transition écologique risque de se retrouver en difficulté dans quelques années lorsque sa facture énergétique explosera ou que ses installations subiront de plein fouet les effets du changement climatique. Il est donc nécessaire, lors des débats d'orientation budgétaire au sein des collectivités, que la question de l'endettement financier puisse être évaluée au regard des investissements verts à réaliser. Enfin, l'un des thèmes qui est revenu plusieurs fois au cours des rencontres fut l'absence de cadre financier au niveau national. Pourquoi ? C'est précisément le rôle d'une loi de programmation des finances publiques que de donner une visibilité à moyen et long terme. Et je crois que c'est une attente des collectivités territoriales pour pouvoir s'engager dans les investissements que d'avoir une visibilité sur plusieurs années sur leurs ressources. Et j'appelle de mes voeux à ce que nous puissions bâtir une loi de programmation de financement des collectivités territoriale, mais qui exige de notre part que nous disposions nous-mêmes d'un cadre pluriannuel et d'une loi de programmation pluriannuelle de nos finances publiques. Vous l'aurez compris, le projet de rapport qui vous est présenté aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des rencontres du 2 février, dont il constitue à la fois un aboutissement et un prolongement. La première partie du rapport est consacrée à proprement parler aux actes des rencontres, c'est-à-dire au compte-rendu détaillé des différentes interventions, et la seconde partie constitue une synthèse des discussions destinées à les repositionner dans le contexte politique national et surtout européen qui les inspire. J'ai souhaité par ailleurs ajouter au document un avant-propos permettant de récapituler les axes de travail pour notre délégation que j'ai évoqués à l'instant et qui constitue à mes yeux une feuille de route plus opérationnelle. Afin d'entamer la suite de nos réflexions sur ce sujet, je vous propose d'autoriser la publication de ce rapport et vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention. Je vous laisse la parole. Est-ce que certains d'entre vous... Alors, dans l'ordre, Xavier Breton. Oui, merci, monsieur
Merci, monsieur le président. À la fois pour l'organisation de ces rencontres et pour le rapport qui en est tiré. Vous avez indiqué en propos liminaire la nécessité aussi d'avoir une planification. Alors là, je ne parle pas uniquement en termes financiers, mais également au niveau des objectifs stratégiques. Et là-dessus, comment, enfin la question qu'on pourrait se poser aussi en vue de la réflexion sur une future étape de la décentralisation qui a été évoquée par le président de la République, hein, et qui est peut-être dans la feuille de route à venir, on verra. Mais voilà, je crois que ça serait aussi intéressant qu'on n'ait pas uniquement cette réflexion sous l'aspect technique et financier, mais également sur une définition a priori de ces objectifs, de cette façon que les collectivités locales ne soient pas appelées simplement à répondre finalement à des objectifs, mais qu'elles puissent elles aussi participer à la définition de ces objectifs. Donc je crois que ce sera également un point à voir dans nos travaux au niveau de la délégation dans les semaines et les mois à venir. Merci. Ouais, très rapidement, Monsieur le Président. Dans les éléments que vous nous avez fournis, il y a des bonnes choses. Il y en a des un peu plus douteuses. Enfin, moi, j'aime pas en fait quand vous parlez, par exemple, de budget vert, parce que ça laisse penser, mais peut-être que je me trompe, ça laisse penser finalement qu'on va imposer aux maires, aux présidents de collectivités, finalement, leur feuille de route, et qui ne seront là plus que pour signer finalement, et que finalement, on va leur imposer déjà, déjà tous les investissements qu'ils veulent faire, et qu'on va leur dire quoi faire. Je crois que les maires, les présidents de collectivités, ils ont d'ores et déjà une vision à court, moyen et long terme des investissements qu'ils veulent porter, y compris des investissements verts. Aujourd'hui, quelle que soit la couleur politique de ces élus, ils ont évidemment une conscience écologique, ils ont évidemment le souci de bien gérer l'argent public et par conséquent d'investir massivement, notamment par exemple dans l'éclairage LED, dans les bâtiments publics, etc., etc. Moi, je pense que ce dont nos collectivités ont besoin avant tout, ce ne sont non pas des contraintes supplémentaires, administratives supplémentaires à travers des budgets verts et quelques pages de plus dans le rapport d'orientation budgétaire pour pouvoir se justifier sur leurs investissements, mais plutôt de moyens financiers, de fluidité et de simplification administrative. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités en général ont déjà une feuille de route très claire. Et puis après tout, c'est aux électeurs de donner une feuille de route à leurs élus à travers leur vote aux élections. Donc attention à ne pas rentrer trop dans un millefeuille administratif qui viendrait alourdir finalement les contraintes administratives de nos collectivités. Merci. David Valence. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président, d'abord de l'organisation de ces rencontres et puis de ce rapport dont les trois éléments que vous avez particulièrement mis en exergue me paraissent assez convaincants à la lumière de mon expérience d'élu local. Je vais y réagir assez rapidement. Sur la mise en adéquation de la durée de l'endettement avec les investissements réalisés, on voit bien quel acteur public serait capable de proposer ce type de prêt. C'est particulièrement vrai en matière de mobilité. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher, notamment sur le renouvellement des infrastructures ferroviaires ou même des matériels ferroviaires, sur lesquels aujourd'hui les emprunts qui sont contractés notamment par les régions ne sont pas en adéquation avec la durée de vie du matériel, 40 ans pour le matériel et pour une infrastructure 50 ou 60 ans selon les éléments. Donc ça, c'est une piste particulièrement intéressante. Sur la distinction entre la construction de budget vert, ça se fait déjà dans quelques collectivités, hein, notamment dans la région dont je suis toujours l'élu, au Conseil régional du Grand Est, on a fait ce travail. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, ça n'est pas si simple que ça. Mais c'est un outil d'objectivation des choix publics. Et ça amène à... Alors c'est vrai, c'est particulièrement simple à faire pour des grosses collectivités, mais pour les autres, c'est plus complexe. Et peut-être qu'il faudrait, si on le leur demande ou si on le souhaite, les accompagner. Mais ça n'est pas tout à fait vrai de savoir qu'on mesure de façon très exacte l'impact carbone des décisions qu'on prend. C'est pas tout à fait vrai. On le pressent, mais pour rester là aussi sur le sujet des mobilités, quand vous regardez les grands projets d'investissement à 10, 20,
30 ans, y compris ceux qui vont être discutés dans quelques semaines entre l'État et les régions, dans le cadre des CPER. Beaucoup de ces projets, moi je suis obligé de le dire, même des projets ferroviaires, ne sont pas toujours très bien évalués sur le plan de l'impact carbone. Donc s'imaginer que tout est disponible et que c'est très simple de faire cette évaluation, comme vous le dites, c'est une erreur. S'imaginer que les collectivités ont toutes les ressources pour le faire tout de suite du jour au lendemain, ce serait une illusion. Donc il va falloir qu'elles soient bien accompagnées en termes d'ingénierie. Et c'est aussi vrai sur le passif écologique de la collectivité. Ça, à mon avis, ça va beaucoup intéresser les collègues maires ou présidents d'intercommunalité, mais il faut qu'il y ait un outil pour le leur fournir. On pourrait très bien imaginer que sur le modèle de ce qui s'est fait sur Action Cœur de Ville, où il y a eu parfois des études financées à 100% par la Caisse des dépôts, on ait ce type d'outils pour des collectivités. Et là, je pense surtout aux mairies petites et de villes moyennes qui ne mesurent pas forcément le coût de l'inaction. Et y compris pour expliquer ce qu'elles ont à rattraper comme investissement, parfois avec des investissements qui ne se verront pas ou qui ne seront pas très spectaculaires. Une isolation de mairie, ce n'est pas quelque chose qui est très facile à vendre auprès des électeurs. Et pourtant, ça peut permettre de réaliser des économies. Donc, les accompagner avec des études financées à 100% par la Caisse, à mon avis, ça peut être quelque chose, dans le cadre d'Action Cœur de Ville, de Petites Villes de demain, sur les bâtiments publics. Ça a pu parfois être fait, mais pas de façon systématique. Donc, à mon avis, le développement d'outils spécifiques pour faire ces bilans et du réflexe systématique d'évaluation du bilan carbone des investissements réalisés, on n'en est encore qu'au début, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Merci, M. Lucini. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, il y a une petite chose qui me gêne un petit peu dans tout ça, c'est que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est un engagement du Président de la République auprès de l'Union européenne d'engager une démarche de décarbonisation au niveau national. Et finalement, c'est une fois de plus aux collectivités, entre guillemets, de payer. Bon, ça, c'est une chose. On y est un peu trop souvent soumis. Même si sur le fond, je suis d'accord que c'est une bonne chose et qu'il faut aller vers une décarbonisation de nos collectivités et sur l'ensemble du territoire. Je reviendrai juste sur une chose, sur les investissements. Donc vous avez dit qu'il fallait multiplier par 3 pour atteindre 12 millions d'euros d'investissement sur les collectivités territoriales, si j'ai bien compris. Et vous suggérez donc un endettement à long terme, puisque ce sont des actions qui s'inscrivent dans le long terme. Ce que j'entends, simplement, je voulais juste faire une remarque, c'est que ce sont des prêts qui seront principalement soumis à la Banque des territoires et qui est indexé, dont les fonds sont indexés sur le livret A et sur mon territoire en l'occurrence, où on a déjà mis en place une action par donc la communauté de communes a créé une école et donc a fait un prêt au niveau de la Banque des territoires et voilà, il y a déjà des inquiétudes sur le financement, sur les impacts de prêts qui pourraient être considérés ou au moins comparés à des prêts toxiques sur l'évolution. Voilà, c'est ce qui m'est remonté. Donc pour l'instant, j'attends de voir les responsables et pour pouvoir en discuter plus largement avec eux. Je pense qu'il y a des plafonds, il y aura des choses qui seront mises en place. Mais il y a déjà une inquiétude auprès, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une inquiétude auprès des collectivités territoriales sur les prêts qui sont engagés auprès de la Banque des territoires et donc sur des investissements déjà à moyen terme, donc à long terme. Je pense que ça peut être... va falloir user de pédagogie. Merci mes chers collègues pour vos remarques et vos questions. Peut-être en quelques mots en retour de mon côté, Monsieur Breton, sur les objectifs. Moi, je pense que c'est un point fondamental, c'est-à-dire comment est-ce qu'on décline de manière fine la stratégie bas carbone et les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre territoire par territoire, parce que la planification écologique, si elle n'est pas incarnée dans les territoires et les objectifs, je crois que ce sera compliqué de mettre tout le monde, je veux dire, à bord de ce grand chantier. Donc je crois que c'est plutôt un chantier devant nous, dans le cadre de la planification écologique, avec les collectivités territoriales, sous une forme contractuelle, je crois, en disant, au fond, comment est-ce qu'on atteint ces objectifs. Mais je pense que c'est un champ
de travail, y compris pour nous, extrêmement intéressant. Et ça peut être une des suites d'ailleurs que l'on pourrait donner aux travaux et à ces assises. Monsieur Gillet, sur le budget vert et la dette verte, l'objectif, c'est plutôt, d'abord, il y a, comme le disait le président Valence, un certain nombre de collectivités qui le font déjà. Je crois que notre enjeu, c'est notamment comment est-ce qu'on valorise l'action d'élus qui décident de prendre à bras-le-corps l'enjeu de la transition écologique, qui peut se retrouver des fois avec des niveaux d'endettement plus élevés qu'une collectivité qui aurait très peu d'endettement, mais qui n'aurait pas du tout pris à bras-le-corps la question de la rénovation des bâtiments publics, la question de la rénovation des réseaux d'eau, la question de l'investissement dans des transports collectifs. Donc c'est plutôt comment on leur permet de mettre dans le débat public, dans leur débat au sein de leur exécutif, au moment du débat d'orientation budgétaire, finalement les efforts, pourquoi faire, pourquoi est-ce qu'il faut un effort supplémentaire en matière d'investissement. Et je crois qu'on gagnerait dans le débat public sans du tout prescrire quel type d'action à mener, quel type de politique publique, mais au moins savoir est-ce qu'elle contribue ou pas à l'enjeu de la transition écologique. Donc je pense que ça s'inscrit plutôt dans une logique de plus grande transparence et de valorisation aussi des efforts faits par de nombreuses collectivités dans ce champ-là. Par rapport aux réflexions de mon collègue David Valence, je crois qu'on a véritablement effectivement un effort à faire, et vous le rappeliez, sur des investissements ferroviaires, le financement, la bonne adéquation entre les modalités de financement et le type d'investissement. Et les investissements en matière de transition écologique, c'est des investissements avec des retours sur investissement sur plusieurs décennies la plupart du temps. Et donc il faut qu'on arrive à quitter des financements très court terme ou moyen terme pour des financements long terme. Et je crois effectivement, notamment pour les budgets verts, mais aussi pour le passif écologique, c'est-à-dire quel est le coût de l'inaction sur un territoire, que les collectivités doivent être aidées dans ce travail-là. Et beaucoup d'entre elles n'ont pas les capacités à le faire, et je pense qu'on a un certain nombre d'acteurs qui, demain, auprès d'elles, peuvent les accompagner dans la construction et de ces budgets verts et dans l'évaluation du passif climatique ou écologique, qui est ni plus ni moins que le reste à faire pour atteindre les objectifs de la stratégie bas carbone. Et enfin, monsieur De Signy, pris bonne note sur la remontée que vous avez dans votre circonscription. Je crois que la Banque des Territoires, c'est un acteur majeur pour le financement de ce type d'investissement. Ils ont d'ailleurs, eux aussi, de la capacité à faire, de la capacité à financer des projets. À nous aussi de créer les conditions leur permettant de se mobiliser auprès des collectivités territoriales. Et c'est un acteur, solide. C'est un acteur qui ne présente pas tous les risques que vous identifiez. Je crois qu'on a suffisamment de garanties avec la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts pour dire que c'est un acteur de confiance auprès des collectivités et, à mon avis, majeur dans l'accompagnement de la transition écologique dans nos territoires. Mais tout ça permettra, je crois, un peu d'enrichir les travaux à venir pour la délégation. Ce n'est pas la fin, ces rencontres, mais ça permettait déjà de dessiner quel type je crois, d'approfondissement on pourrait porter au sein de la délégation dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et je crois que M. Gillet voulait... Ouais, très rapidement, parce que finalement, on est d'accord sur le fond, c'est peut-être sur la forme simplement. Sur le budget vert, sur la dette verte, vous disiez que les élus finalement ont intérêt à le mettre en avant, et je suis entièrement d'accord. Mais on pourrait très bien leur donner les outils. Vous parliez d'Action Cœur de Ville, et je partage d'ailleurs ce point de vue, parce qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de dispositifs très intéressants dans Action Cœur de Ville, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs malheureusement dans Petite Ville de demain, qui finalement ne sert pas à grand-chose, alors qu'Action Cœur de Ville était relativement complet, et puis c'était finalement un bon catalogue qui permettait aussi aux élus de piocher des études sans avoir à lancer des appels d'offres et avoir avec une certitude finalement de financement, ce qui n'est pas le cas de Petite Ville de demain. Mais le budget vert, la dette verte, l'afficher auprès de la population, c'est une bonne chose, mais on pourrait donner les outils aux élus sans les obliger à l'afficher finalement. Et là, tout le monde s'y retrouverait. Ça ne viendrait pas freiner notamment les petites communes qui vont un peu galérer à mettre en place ce genre de choses, à distinguer ce qui est vraiment un investissement vert, ce qui est vraiment une dette verte. Donc je pense qu'on pourrait peut-être donner les moyens sans contraindre nos collectivités à toujours plus de paperasse, parce qu'elles sont déjà submergées de règles et d'obligations qui sont relativement lourdes. Bien, merci mes chers collègues, je crois qu'il va falloir qu'on suspende. Est-ce que vous aviez un point à rajouter? Sinon, soit on se retrouve si on considère que... D'accord, très bien, mais on suspend, merci.
Allez, nous reprenons nos travaux. Peut-être laisser la parole à Sébastien Rome sur le rapport. Le micro. Oui, voilà. Donc, pour dire que sur un peu les quatre axes, ce sur quoi je pense qu'on peut se retrouver, c'est que effectivement sur les collectivités, elles ont besoin d'une visibilité à long terme et d'une programmation pluriannuelle sur ça. Ça me semble assez évident, comme l'idée d'introduire l'aspect budget vert. Et donc de les accompagner là-dessus, puisque beaucoup vont avoir besoin d'accompagnement. Et ça me permet de revenir donc sur les vigilances que nous devrons avoir si on veut rendre cet investissement pour la transition écologique assez efficace, parce que je crois qu'on y est tous attachés. Je pense qu'il y a une première question qui est celle de bien sourcer en fait l'investissement. C'est-à-dire que beaucoup de collectivités ne savent pas forcément, de maires ne savent pas forcément quels investissements elles doivent faire dans leur commune pour réussir cette transition écologique, parce qu'il n'y a pas de diplôme pour être maire, c'est bien normal, parce que c'est une charge qui est collective, mais ce qui veut dire que voilà, il y a des degrés de spécialisation qui doivent exister, et on avait un outil qui était dans le passé qui pouvait être efficace, qui était les DDT et les DDTM, dans lequel aujourd'hui, en fait, qui sont des acteurs bien repérés pour les maires, qui aujourd'hui sont plus, on va dire, du côté de l'instruction, de l'accompagnement, et moins, en fait, comme moteur de l'investissement pour aller directement au contact des collectivités pour voir où est-ce qu'elles pourraient faire ces investissements et donc d'être le moteur de la transition. Et je pense qu'il va falloir renforcer ces services de l'État, puisque ce sont les préfets qui ont la main sur cet investissement avec visée écologique. Donc voilà, il y a un couple à réussir entre les collectivités, un acteur bien repéré qui sont les DDT, DDTM et le préfet. Donc voilà, de sourcer les investissements. Ensuite, une des questions qui traverse le rapport, c'est de savoir, il y a des collectivités qui ont des moyens d'investir. On voit qu'il y a un matelas, mais seulement toutes ne peuvent pas investir. On entend aujourd'hui, quand on va sur le terrain, que beaucoup de collectivités en fait se réfrègnent pour cette année, se réfrègnent d'investir parce que pour plein de raisons, mais bon, la hausse du prix de l'énergie en est un. La question aussi de la hausse des taux d'intérêt, qui est aussi une question qui se pose pour elle. Et puis, je crois qu'il y a des collectivités très différentes. Et les collectivités les plus petites qui n'ont plus les charges souvent qu'elles assumaient, puisqu'elles sont passées dans des intercos, ou parce que les charges de centralité, elles sont assumées par la commune centre. Donc, celles-là ont peut-être des réserves, mais des réserves qui ne vont pas être suffisantes pour faire levier, pour pouvoir faire les investissements dans la petite école, dans la salle communale, etc. Donc, il y a quelque chose à travailler là-dessus, savoir comment on va aller chercher aussi ces investissements-là, parce que les grandes collectivités, elles ont les moyens, elles ont l'ingénierie et elles savent déposer les dossiers et elles peuvent aller les chercher. Les petites collectivités, elles sont extrêmement nombreuses et là, on a un levier en fait d'investissement qui est important et d'économie à faire. L'autre point de vigilance, ça concerne la mobilité. Sur la mobilité, un des freins, il me semble, c'est les frontières administratives. Sauf que la mobilité, par essence, elle traverse les frontières administratives. Moi, j'ai eu une discussion avec le maire de la métropole de Montpellier, puisque mon territoire est périphérique, on va le dire comme ça, à la métropole de Montpellier, et je plaide pour une étoile ferroviaire et un train qui soit remis entre la métropole de Montpellier et la sous-préfecture de l'Odève, par exemple, mais l'ensemble de l'étoile est pensé dans le schéma. Et la discussion s'engage, et à un moment donné, il me dit, mais moi j'ai mes investissements à faire sur ma métropole, sur ma ville, je ne vais pas porter ceux qui sont de l'autre côté. Sauf que de l'autre côté de la métropole, c'est investir pour faire une ligne d'un RER métropolitain, ne serait-ce que l'étude, c'est impossible.
Donc, on a là une limite administrative qui, sur des grands sujets structurants, avec une ZFE qui s'installe et qui, déjà, du point de vue de préfectoral, hein, il y a des remontées comme quoi ça occasionne déjà un ressentiment de l'ensemble de ces territoires qui sont en dehors des métropoles. Il y a une vraie question de ces limites administratives. Comment on fait pour que les investissements soient réellement mis en œuvre pour que, du point de départ jusqu'à l'arrivée, on ait bien l'investissement qui permette d'éviter les bouchons, parce que là, on est sur un engorgement, et qu'on fasse du report modal. Voilà, ça c'est deuxième point sur lequel on a une vigilance. Là, le quatrième, je ne l'ai pas noté, mais c'est pas grave. Voilà, ben, c'est déjà trois qui me semblent assez importants sur ce point-là, des points de vigilance, au-delà des points effectivement sur lesquels on peut être d'accord, sur la programmation pluriannuelle, sur la visibilité, ça, voilà, il n'y a pas de souci. Et puis après, sur la hauteur du fond vert, on va voir quel tirage va être fait au cours de l'année. Alors on est sur une année particulière, mais il ne faudra pas que, on va dire, un défaut de tirage sur cette année soit interprété comme en fait un désintérêt des collectivités. Elles ont des arbitrages à faire et bien souvent l'investissement peut être une des variables d'ajustement. Moi, les retours que j'ai, certaines collectivités me disent je fais que mon fonctionnement, j'essaie de tenir. D'autres, je fais mon projet structurant et je vais dégrader en fait mon service. Donc on va faire l'école. D'autres vont dire mais je vais faire mes investissements intermédiaires, donc mes trottoirs, etc. Enfin un peu les choses comme ça, mais je ne vais pas faire le gros investissement parce que je ne vais pas le tenir. Donc on a des réactions très différentes selon les collectivités et donc on va avoir une année très particulière sur ce qui est l'investissement et notamment le démarrage du fonds vert qui me laisse interrogateur là sur cette année-là. Merci, chers collègues. Peut-être pour rebondir sur vos remarques et vos interrogations, si je pars de votre dernière interrogation sur une année particulière, avec vous-même des retours d'élus qui vous font part de la nécessité ou de leur souhait de réduire un peu leurs investissements ou d'hésiter à investir. C'est la raison pour laquelle on avait souhaité organiser ces rencontres de la délégation, parce que si on veut réussir la transition énergétique, il faut absolument que les collectivités locales, elles emboîtent le pas d'investissements massifs. Et alors, par rapport à leur situation financière, c'était un de vos points, la situation financière à la fin de l'année 2022, globalement, elle est plus favorable qu'avant la crise Covid. Globalement, mais j'y viens. Mais en revanche, notre sujet, c'est à l'intérieur de ce globalement, il y en a qui se portent très bien et d'autres qui ont des difficultés. Et les plus petites d'entre elles, il faut aussi, notamment sur les investissements en matière de transition énergétique, permettre une forme de mutualisation. J'ai porté une proposition de loi sur le tiers-financement, par exemple. Pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, il faut absolument encourager les EPCI, les syndicats à porter ce type d'investissement structurant, parce que les plus petites collectivités n'arriveront pas à faire ces investissements. Et beaucoup d'investissements dans la transition énergétique nécessitent une taille suffisante. Merci pour les points de convergence. Sur le rapport, sur la nécessité de pluriannualité, sur le budget vert. Et vous avez pointé notamment la question de sourcer les investissements. Et ça a été un point d'échange pendant ces rencontres très importantes, c'est-à-dire la connaissance. Comment les collectivités ont bien la connaissance des investissements et de la priorité des investissements qu'elles doivent faire. Par exemple, l'état des réseaux d'eau. On se rend compte qu'il y a beaucoup de collectivités qui ne connaissent pas l'état de leur réseau d'eau, et pour autant sont des investissements massifs à faire. Donc on a un enjeu d'ingénierie, de diagnostic. Quand j'utilise le principe un peu de passif écologique, de dire c'est quoi le reste à faire sur mon territoire pour atteindre mes objectifs en matière de transition écologique. Donc vous citiez les DDT, les DDTM, il y a surtout maintenant... Voilà, mais il y a, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le CEREMA, la Banque des territoires, une offre d'ingénierie qui doit être mise à disposition de ces collectivités. Et ça a fait partie d'ailleurs des échanges qui ont eu lieu le 3 février, autour de comment cette ingénierie elle est mobilisée, mobilisable par les élus, parce qu'on sait très bien que ça demande des diagnostics, des compétences fines. Toutes les collectivités n'en disposent pas. Donc il y a un enjeu d'ingénierie majeur pour arriver à déclencher ces investissements. Sinon, il n'y aura pas d'investissement.
Et puis, vous l'avez dit, alors je voudrais peut-être terminer là-dessus, parce que c'est un autre peut-être point de convergence entre nous. Vous citiez l'exemple des frontières administratives sur les grands projets structurants en matière de transition écologique. Il se trouve qu'on a la même difficulté dans le département dont je suis élu, la Gironde, où on voit qu'on a une métropole qui s'est beaucoup développée à l'extérieur de ses frontières, et nos enjeux de mobilité dépassent largement les questions des frontières administratives, de la frontière métropole. Et donc, moi, j'ai notamment fait une proposition à tous les élus du territoire en disant, est-ce qu'il ne faudrait pas, justement pour traiter ces questions de liaison avec la périphérie, les territoires voisins, créer un syndicat départemental des mobilités, on mutualise nos ressources, nos compétences. Et je crois que ça doit alimenter notre réflexion au sein de la délégation en disant, est-ce que la différenciation, ce n'est pas ça ? Permettre aux collectivités, en fonction des situations territoriales, de mutualiser leurs compétences et finalement de s'adapter aux réalités de vie qui ne sont pas toujours les réalités administratives que vous évoquiez. Écoutez, merci. Est-ce que vous avez une autre question, intervention ? Je pense qu'on a fait, merci en tout cas, je pense qu'on a fait le tour des questions et des interventions. Et donc, nous aurons l'occasion de diffuser ce rapport, normalement mis en ligne dès demain ou après-demain. Voilà. Très bien, merci beaucoup.